C'est plus ou moins mon premier direct sérieux hein, depuis le début de l'année. Et donc, je souhaite pour vous la meilleure année possible. Et comme je l'ai dit, que 2022 soit pour nous une année de puissante richesse. Avant de commencer donc le fond de mon intervention, j'aimerais qu'on s'entretienne un peu sur ces histoires de coup d'État. Voilà, parce que plusieurs parmi vous m'ont interpellé ou m'ont questionné sur la question des coups d'État. Alors, sur le sujet, j'aimerais vous dire que ma position radicale est qu'il ne faut pas adhérer au coup d'État. Et je vais développer juste un pan, pour vous permettre de bien comprendre que les coups d'État ne sont pas une bonne chose. Les coups d'État ne sont pas une bonne chose. Pour plusieurs raisons. La première, elle relève de bon sens. Elle relève de bon sens. Quels sont les pays africains qui ont connu de forts coups d'État, de nombreux coups d'État qui sont développés? Il n'y en a aucun. Et la Guinée-Bissau est l'exemple du parfait. Guinée-Bissau, petit pays de près de 2 millions, 3 millions d'habitants. Je crois une trentaine de milliers de kilomètres carrés. Alors, ce petit pays a connu pas moins de 15 coups d'État depuis son indépendance, pas moins. Dont plusieurs récits et des tentatives de coups d'État, plus de 15. Mais ces pays-là, la Guinée-Bissau, n'est pas développé. Pourquoi? Parce que le coup d'État porte un coup au développement. Aussi simple que cela. Comment? Je vais vous expliquer. Quand par exemple, il y a un coup d'État, les institutions internationales, régionales, continentales et autres arrêtent, mettent fin à leur collaboration, suspendent leur coopération. Je prends le cas du Mali. Quand vous prenez le Mali, qui a un budget, je n'ai pas ça de mémoire, je crois 6 000, 7 000 ou 8 000 milliards, je n'ai pas ça de mémoire, le Mali boucle habituellement son budget par rapport aux apports extérieurs, les crédits, dons, legs et autres extérieurs. Et surtout, les levées de fonds sur le marché international. Cette année, par exemple, le Mali devrait lever au moins 900 milliards sur les marchés financiers de l'UEMOA. Or, la CEDEAO, parce que c'est la CEDEAO qu'on voit le plus, mais il y a aussi l'UEMOA, la CEDEAO et l'UEMOA ont suspendu le Mali après le deuxième putsch du colonel Assimi Goïta. Il faut bien comprendre que après le premier coup d'État du colonel Assimi Goïta sur Ibeka, il y a eu des discussions avec la CEDEAO, les institutions internationales, et il y a eu un accord de transition qui devrait aboutir en février 2022 sur une élection présidentielle. Eh bien, après donc cet accord, les sanctions ont été levées. Ok? C'est suite au deuxième coup d'État donc du colonel Goïta, et surtout après que la junte militaire au pouvoir eut décidé de prolonger sa transition jusqu'à 5 ans, que les dernières décisions ont été prises. Donc la CEDEAO comme l'UEMOA ont sévèrement pris des mesures contre le Mali. Du coup,
tout le mécanisme financier, ok, tout le mécanisme financier de la CEDEAO, de l'UEMOA, et si les chefs d'État vont se réunir là, je crois, dans quelques jours ou dans un jour, dans un ou deux jours, si l'Union africaine, par exemple, décide d'endosser les sanctions de la CEDEAO, les sanctions de l'UEMOA, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que une structure comme une banque comme la Banque africaine de développement va donc s'aligner sur les décisions prises par les organisations internationales et le Mali n'aura plus accès au financement de la Banque africaine de développement. Voilà. Donc, les gens voient la CEDEAO, les gens voient l'UEMOA, mais ne voient pas les mécanismes financiers derrière ces institutions régionales. Les coups d'État portent un coup au développement. Je développe encore. Qu'est-ce qui va se passer au Mali? Le colonel Goïta peut continuer à braver la communauté internationale. Il peut le faire. Il peut décider de s'enfermer sur lui-même. Il peut le faire. Il a le pouvoir de le faire. Mais ce qui va se passer, c'est que il va donc s'enfermer dans le fonctionnement. Le fonctionnement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le peu d'argent que le pays reçoit à travers ses impôts, les taxes et autres, donc les ressources internes à l'intérieur du pays, ces ressources-là vont lui permettre de fonctionner. C'est ce qu'on appelle le budget de fonctionnement. Ça va lui permettre de fonctionner. Et donc, il va donc se contenter de payer les fonctionnaires, d'assurer le fonctionnement classique. Il n'y aura plus d'investissement. Donc, les écoles ne pourront plus être construites, les hôpitaux ne pourront plus être construits, les routes, il n'y aura plus d'investissement. Et c'est pourquoi, en tant qu'intellectuel africain, notre position doit être radicale sur les histoires de coup d'État. À savoir que le coup d'État militaire porte un coup au développement. Le coup d'État militaire, plus que les autres coups d'État d'ailleurs, parce que les coups d'État constitutionnels et autres, que moi je dénonce régulièrement, constamment, bénéficient, si vous voulez, de la condamnation de nous autres seulement. C'est-à-dire que c'est nous que ça émeut. Mais un président en exercice qui tripatouille la Constitution et qui demeure au pouvoir, eh bien, il y a une sorte de blanc-seing des structures internationales. Moi en tant qu'intellectuel, cela me choque, je dénonce cela, mais ça n'arrête pas forcément le développement, vu que les structures internationales accompagnent toujours le président. C'est pourquoi, en tant qu'intellectuel qui aimons l'Afrique, qui aimons nos États africains, nous ne devons pas adhérer au coup d'État. Parce que prenez l'exemple de la Guinée. Aujourd'hui, le capitaine Dadis Camara, qui avait donc porté un coup d'arrêt au développement, le capitaine Dadis Camara, il est tranquille. Il était juste capitaine. Aujourd'hui, il est pris comme un chef d'État. Il a fait un temps d'exil au Burkina, il est rentré en Guinée, il est dans de bonnes grâces. Il a assuré son avenir à lui. Pendant qu'après son coup d'État, il avait stoppé le développement de son pays. On ne peut pas continuer en tant qu'intellectuel à soutenir des gens dont le dessein principal est d'assurer leur propre existence. On ne peut pas continuer à faire cela. Et donc, sous le couvert de bonnes intentions, les gens portent des arrêts à la marche de développement de nos États. En tant qu'intellectuels, nous ne devons pas accepter cela. Et, voyez-vous, tant que nous continuerons à
à le faire, eh bien, ça donnera davantage du poids à ceux qui veulent le faire. À ceux qui veulent le faire. Et donc, nous ne devons pas, en tant qu'intellectuels, dire que nous soutenons le coup d'État. Mais ma position là-dessus est arrêtez de me questionner sur les histoires de viol. Soit vous ne m'écoutez pas, ce qui est indigne d'un intellectuel, soit vous partez carrément. Je vous parle de ce que ma position constante est que je dénonce tout ce qui est viol de la Constitution, rébellion, coup d'État et autres. On est dans un... Quand il y a eu les histoires de troisième mandat en Guinée comme en Côte d'Ivoire, je me suis prononcé largement là-dessus. Je ne cache pas mes opinions, je ne louvoie pas avec mes principes. Il faut que les choses soient très claires là-dessus. Mais je ne suis pas le genre de personne qui ramène toujours des débats anciens alors que des problèmes actuels se posent. Les problèmes actuels qui se posent aujourd'hui, c'est les coups d'État. Quand il y a eu l'affaire de troisième mandat de Ouattara, vous connaissez ma position là-dessus, je n'étais pas d'accord et je ne suis pas d'accord jusqu'à présent. Donc vous n'allez pas continuer à faire croire que j'ai un problème personnel avec le coup d'État constitutionnel. Non. Ma position sur le troisième mandat en Côte d'Ivoire comme en Guinée est connue. Au moment où cela se passait, j'étais de ceux qui dénonçaient. On n'en est plus là. Donc, arrêtez de vouloir me culpabiliser avec cette histoire parce que nous sommes en train de parler de coup d'État militaire. C'est dans ça que nous sommes. On ne va pas refaire les débats qu'on a déjà faits. Donc, s'il vous plaît, laissons ça. Parce que au moment où vous qui m'interpellez aujourd'hui de me prononcer sur cela, au moment où nous on se prononçait sur les coups d'État, sur le troisième mandat du président Alassane Ouattara, le troisième mandat du président Alpha Condé, vous n'étiez pas là. Au moment où c'était chaud et qu'il fallait donner son opinion, très peu d'intellectuels se prononçaient. Moi, je me prononçais pour dire que je n'étais pas d'accord. Et aujourd'hui encore, je continue de maintenir que je ne suis pas d'accord avec le troisième mandat. Donc, s'il vous plaît, ne m'emmerdez plus avec ça. Voilà. On parle maintenant de coup d'État militaire. C'est de ça qu'il s'agit. Par exemple, la dernière fois, quand j'étais à LCI, les gens ont dit, mais oui, on a dit de citer un exemple, tu as cité la Guinée. Oui, parce que la Guinée est victime d'un coup d'État militaire et la Côte d'Ivoire, non. Donc, quand on me dit, pourquoi tu ne cites pas la Côte d'Ivoire alors que la Côte d'Ivoire n'a pas été victime d'un coup d'État militaire, sachons structurer nos affaires. Je vais vous dire une chose. Je ne suis pas dans vos petits arrangements. Donc, ne cherchez même pas à vouloir me faire passer pour quelqu'un qui a peur de ses opinions. Vous connaissez mes opinions et vous savez très bien qu'il n'y a pas un sujet qui puisse me faire peur. Il n'y a pas un sujet qui puisse me faire peur parce que les médias que j'ai fondés ne sont adossés à aucun parti politique, ni au gouvernement, ni au parti politique. Donc pourquoi est-ce que j'aurais peur de prendre des positions sur des sujets précis?